moi je reviens sur le partage de la valeur ajoutée où on a perdu 200 milliards d'euros. Bon, moi je comprends bien qu'on les a perdus et qu'il faut les récupérer, mais j'ai tendance à dire qu'il faut les récupérer pour le salaire et pas pour résoudre la question du chômage. Pourquoi? Parce que ça suppose de dire qu'on veut ces 200 milliards d'euros pour mettre les gens au travail. Ça suppose qu'aujourd'hui, le fait qu'ici on ait 7 millions de chômeurs, ça ne coûte rien. Et que d'un coup, on va les mettre au travail, ça va nous coûter moins de 200 milliards d'euros, comme tu dis, puisqu'il y a largement de quoi faire, mais ça va nous coûter cette somme-là. Donc pour moi, les deux sont faux. C'est-à-dire les chômeurs, ça nous coûte très cher. Et je pense qu'il faudrait avoir ce chiffre-là. Et c'est ce chiffre-là qui est important, me semble-t-il, comme argumentaire pour dire qu'on doit résoudre la question du chômage et que le fait d'entretenir du chômage, c'est totalement inefficace à l'échelle de notre société sur le plan purement économique. Parce qu'un chômeur, ça coûte au moins autant que quelqu'un qui travaille, avec tous les dispositifs d'accompagnement qui l'entourent, etc. Il y avait une estimation faite par Un Travail pour tous qui disait qu'un chômeur coûtait 2 fois ce qu'il recevait. Je ne sais pas si c'est juste ou pas, mais il faudrait au moins avoir le chiffre global de ce qui est versé en allocation, déjà à partir de là, et ensuite voir le coût réel du chômage. Et puis la deuxième hypothèse de dire qu'il faut des milliards d'euros pour mettre les gens au travail, ça aussi c'est un peu contestable. Peut-être le jour où on les met au travail, mais très vite il y a un effet positif qui fait que ça ne coûtera pas. Et en fait, dans cette courbe de la valeur ajoutée, la part qui est dite pour le travail, donc il y a deux parts, il n'y a que deux parts, il y a le travail et le capital. Et pour moi, le coût du chômage, il est déjà dans la part du travail. Donc, si tu dis, si je me trompe, il est déjà inclus dans la part du travail. Donc, on va récupérer cette part-là. Et en plus, il faut récupérer les 200 milliards qui seraient disponibles pour moi, simplement pour les salaires ou pour tout ce qu'on veut d'ailleurs. Hein. Mais voilà. Non, c'est pas clair. Le chômage est dans la part du travail, je n'ai pas compris. Le chômage, et le coût du chômage, il est pris sur ta feuille de paye. Oui. Donc si la part du travail dans la valeur ajoutée, c'est le salaire brut, ça inclut le coût du chômage. D'accord. Alors, peut-être sur cette question, la valeur ajoutée, elle concerne les salaires uniquement. Et donc, elle ne concerne pas tout ce qui est revenu de remplacement, comme les retraites, comme les allocations chômage, allocations handicapées, etc. C'est pas considéré comme du salaire, par définition. Ce sont des revenus de remplacement. Le partage de la valeur ajoutée ne concerne que les salaires. Alors, si on redresse les salaires, on va redresser les salaires par des politiques macroéconomiques qui vont porter sur le secteur marchand. Donc ça, les choses vont se faire de cette manière-là. Sur le coût du chômage, en effet, le coût du chômage est plus élevé que le coût de l'emploi. Ça, c'est le résultat des études qui ont été faites, enfin, que j'avais faites il y a une vingtaine d'années, qui restent tout à fait valables. Pourquoi? Parce que quand on additionne alors c'est un peu cruel de présenter des choses comme ça pour les chômeurs, qui peuvent se dire ça on vous accable encore, mais non, il faut regarder la réalité. Quand on additionne les allocations chômage, celles de l'institution paritaire, de l'emploi, de la CEDIC, et celles de l'État, puisque l'État prend le relais une fois qu'il y a fin de droit, comme on dit. Quand on additionne ça, ce sont les coûts directs. Il y a une notion contestable qui a été utilisée par l'OCDE qui s'appelle les comment je m'en rappelle plus, les coûts, comment ils appellent ça? Les dépenses passives. Les dépenses passives. Pour l'OCDE, les allocations chômage sont des dépenses passives. Et il faudrait donc transformer les dépenses passives en dépenses actives. Dépenses actives, c'est du salaire.
Mais ça n'est pas juste de qualifier ces dépenses d'allocation de passives. Parce que d'abord, elles permettent aux gens de vivre, de vivoter, c'est déjà ça. Et ça a un impact social, ça génère de la fiscalité, etc. Ça n'est pas passif du tout. Mais quand on additionne, en tout cas, la somme des dépenses directes du chômage, qui sont des allocations de la CEDIC et de l'État, les dépenses indirectes. Les dépenses indirectes, c'est tous les coûts liés au chômage, les coûts en termes de santé, les coûts en termes variés sur toute une série de domaines que j'ai évoqués en matière de conséquences du chômage, qui sont d'ailleurs assez difficiles à mesurer. Dans certains cas, on voit qu'il y a un lien entre la dégradation de l'économie et le chômage, mais est-ce que l'on peut calculer? Bon, non, on ne peut pas dire, car il y a un chômeur, lui, il va générer X milliers d'euros de dégradation dans les cités, dans les bus, il va brûler un bus dans sa vie, enfin, non, on ne peut pas faire ça, évidemment. Mais le lien est établi, même si on ne peut pas le mesurer. Et puis, il y a ce qu'on appelle des manques à gagner. Les manques à gagner, c'est toutes les pertes de cotisations sociales et fiscales que génère le chômage, puisque le faible revenu de ces personnes va limiter leur consommation, donc limiter la TVA, puisque la TVA est un impôt sur la consommation. Les gens ne vont pas être dans la première tranche de l'impôt, ils ne vont pas payer d'impôt sur le revenu, etc. etc. Donc quand on fait le calcul, en effet, il y a un coût du chômage qui est supérieur au coût de l'emploi. Et la question, justement, c'est de créer la dynamique qui va permettre de générer du revenu avec une part d'autofinancement. Une part d'autofinancement. Je prends un exemple, et ce que dit Viviane est tout à fait juste, je suis d'accord avec ce qu'elle dit, il faut qu'on améliore notre raisonnement et nos calculs, mais je prends un exemple sur les cotisations sociales patronales. Les cotisations sociales patronales ont baissé ces dernières années d'un peu plus de 3%, alors que les cotisations sociales salariales augmentent. Il faut revenir, il faut augmenter les cotisations sociales patronales. Ça va être de la remontée du partage de la valeur ajoutée. Et parce que c'est du salaire indirect, socialisé. Et l'augmentation de 3% des cotisations sociales patronales, c'est 60 milliards d'euros par an. 60 milliards d'euros par an. C'est-à-dire que là, on a déjà une part d'autofinancement. Et donc, il y a toute une série de boucles. Par exemple, là, les gens se remettent à consommer en volume et en qualité. Ça génère de la TVA. Eh bien, une partie du gain de TVA peut être utilisée pour payer des emplois dans le secteur non marchand. Mais dans le secteur marchand lui-même, la politique macroéconomique d'aide à la demande va générer une dynamique propre au système marchand. Au système marchand. C'est-à-dire que le droit opposable à l'emploi n'est pas un système, cloisonné par rapport au système marchand. Nous créons une dynamique dans le système marchand sur la base de la demande, et pas n'importe quelle demande, parce que nous greffons là-dessus, évidemment, une autre notion qui est celle de la mutation écologique du mode de production, bien entendu. C'est-à-dire qu'on ne redéveloppe pas l'industrie, toute chose égale par ailleurs, sur l'ancien modèle industriel. C'est tout à fait clair. Sur les chiffres et tout ça, parce que je suis bien dans... Enfin, je travaille un peu, c'est compliqué, mais il y a une idée dont tu parlais tout à l'heure, et moi je trouve que c'est nulle part ailleurs, c'est cette idée d'entendre ce refus de travailler de la jeunesse. C'est à l'entendre pas comme dans le système actuel, c'est-à-dire c'est des feignants, ils vont bosser, mais de l'entendre effectivement comme un refus de l'aliénation, quoi. Et je pense qu'il y a vraiment un gros boulot à faire, c'est-à-dire que plutôt que de faire comme s'ils n'y connaissaient rien, là encore, par rapport à ce qu'on disait hier,
sur la question de l'expertise et de redonner, je pense que c'est vraiment de redonner de la pensée aux citoyens, essayer, je dirais, d'aider à mettre du sens sur ce qui a l'air d'être du passage à l'acte ou du genre foutisme ou je sais pas quoi, alors qu'il me semble que ce soit tout autre et que c'est un point de résistance et que je trouve qu'on a vraiment à le mettre au travail et à le développer parce qu'il y a toute une force de créativité autour de ces questions-là et que je trouve que j'articule vraiment bien avec ce que tu dis du côté de la nécessité de repenser le travail. C'est même plus en termes de masse horaire, mais en termes de souplesse effectivement dans une vie. Je trouve cette idée-là de se dire qu'on puisse à un moment, alors tout le monde ne s'arrête pas de bosser au même moment, comme tu disais, il y a sûrement des modalités de régulation à inventer, mais cette idée-là en tout cas de pouvoir sortir de respiration psychique, mais qui soit plus organiser individuellement quelque chose parce qu'on a hérité, qu'on a du fric, ou à un moment donné, ou parce qu'on arrive à s'organiser individuellement, mais que ce soit quelque chose de porté socialement. Je trouve ça quand même très nouveau et enfin, voilà, je trouve ça vraiment intéressant. Qu'on puisse en tout cas faire place à ça, parce que là aussi, je trouve que c'est une parole qui n'est absolument pas relayée et qui fait qu'on s'adresse les uns les autres. Enfin, moi, les copains, on est souvent en train de s'agresser, y compris entre générations, c'est-à-dire entre 30 ans et 20 ans. Enfin, voilà, de se dire, ouais, mais les mecs qui arrivent, je pense à la Cogema, ils veulent pas. Ben non, ils veulent pas, ils veulent plus se faire irradier dans des conditions de travail à 1 500 €. Enfin, voilà. Non, mais j'insiste là-dessus, en effet, c'est très important parce que il y a des centaines de milliers de jeunes qui sont entre deux eaux, c'est-à-dire certains sont en retrait total du travail et d'autres sont, disons, en retrait partiel, c'est-à-dire ils se précarisent eux-mêmes, ils préfèrent la situation de précarité. D'ailleurs, quand il y a eu le développement de l'intérim, quand les politiques de précarité, ce sont des politiques, hein, encore une fois. La précarité est un choix politique. Ce n'est pas du tout le résultat de l'économie. Le choix politique qui est traçable par la loi qui favorise l'intérim, la loi qui crée les CDD. Avant, ça n'existait pas, les CDD, il n'y avait que les CDD. La loi qui favorise le temps partiel, etc. Ça, c'est clair. Pourquoi? Pour donner de la souplesse aux entreprises, on connaît. Bon. Et donc, les jeunes, un certain nombre de jeunes, rejettent ce système, rejettent le système productif, la production. Moi, je vois à la fac, tous les ans, on fait les recrutements pour les masters, master 1 et 2, donc on reçoit des étudiants de 23, 24, 25, 26 ans, et dans les entretiens, ils ont des épreuves, puisque maintenant il y a une sélection hein, qui existe déjà, malgré ce qui vient d'être décidé par le pouvoir. Et alors, bien sûr, on leur demande, mais pourquoi vous venez là, qu'est-ce que vous voulez faire, etc. C'est hallucinant. Personne ne dit vouloir travailler dans une entreprise. Mais vraiment, personne. Ils disent tous, alors ils sont bien gentils, mais ils disent tous, je veux travailler dans une ONG, je veux travailler à l'ONU, à l'UNESCO, à l'Union Européenne, à la FAO. Alors, il faut prendre les choses par le bon côté, parce que c'est un retrait de la production. C'est-à-dire que l'image de la production, pas seulement la production, même les grandes entreprises de services, ne les intéressent pas. C'est massif, c'est vraiment étonnant. Et en même temps, c'est très naïf, parce que on leur dit que si vous voulez travailler dans une ONG, vous savez, il y a une file d'attente énorme, bon bref. Mais ça part d'un bon sentiment, c'est-à-dire qu'ils veulent que leur activité professionnelle soit utile aux autres. Parce que travailler dans une ONG, travailler dans une organisation internationale, etc., pour eux,
c'est être utile aux autres. Et ils considèrent qu'ils seront plus utiles dans ce cadre que dans le cadre d'une entreprise classique de production ou de service. Difficile de leur donner tort, mais en même temps, il y a le risque du repli des bons sentiments, pour certains, le risque des bons sentiments. C'est bien d'avoir des bons sentiments, mais quand les bons sentiments s'arrêtent à cela, et que ça ne débouche pas sur la lutte sociale, eh bien, on a perdu, en fait. Parce que ce sont des populations, après, qui vont être très malléables, naïves, que l'on va pouvoir faire fonctionner sur le pathos. Alors, toute cette population de jeunes, je pense qu'il faut qu'on arrive à montrer que notre conception du travail, de la production, l'organisation sociale à laquelle nous réfléchissons, leur laisse une place libre, parce que dans le cadre, par exemple, du droit opposable à l'emploi, ils peuvent parfaitement occuper des emplois de production eux-mêmes, de production de société, etc., etc. Et je pense que là, on peut politiquement, parce que c'est notre problème, et on voit très bien que ces jeunes se replient dans des communautés. Notre-Dame-des-Landes, par exemple, avec Claire, on est allé là-bas, on a discuté, on a visité. Il y a plein d'aspects positifs, mais en même temps, il y a un repli communautaire, c'est-à-dire que la lutte politique, finalement, se limite à des aspects micro. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vision globale, et ça empêche la vision globale. On ne s'insère pas dans un mouvement beaucoup plus vaste. Donc nous, c'est notre problème, politiser, montrer que c'est le changement de société qui permettra de résoudre les problèmes, et qu'on ne peut pas les résoudre seulement sur un plan micro-local. Ça, c'est un point... Sur le net, à travers les réseaux, ce sont des succès d'années de mobilisation. Mais je voudrais revenir, sans vouloir te contredire, sur les 200 milliards dont on parlait tout à l'heure. Moi, je ne suis pas maoïste, je ne suis pas un ancien maoïste. On disait quand même, donne du poisson un jour à une personne, tu le nourriras, apprends-lui à pêcher. Donc si c'est 200 milliards, plutôt que de les remettre dans le salaire ou de les mettre dans le structurel, effectivement, ça aurait peut-être une portée un petit peu plus structurellement importante. On pourrait penser effectivement à tout ce qui est facilitation sur les coûts d'énergie, sur les appareils de production, etc. Concernant ce que tu disais sur la formation professionnelle et le dispositif de 71 avec le DIF, le droit individuel à la formation, qui permettait effectivement à des salariés de développer des compétences complètement transverses qui leur permettaient de progresser personnellement, donc de réinjecter de la compétence dans l'entreprise ou éventuellement plus ou moins proche de ce qu'ils pouvaient faire. Le souci du DIF, c'est qu'en fait, c'était un dispositif qui n'a pas du tout été accompagné dans les textes. Et en fait, l'arbitrage se faisait par la direction des ressources humaines ou la direction d'établissement. Donc, le droit individuel, c'était un droit individuel de formation à la formation, mais qui en fait était régenté par l'autorisation qui était donnée, qui en général n'était jamais donnée. Mais, travaillant pour une part de mon activité au Pôle emploi, la justesse de l'analyse, je la partage complètement. Avec effectivement mais je crois que tu l'as précisé, le fait qu'effectivement une personne qui touche des allocations de retour à l'emploi, c'est une personne qui est stigmatisée, c'est vrai. C'est une personne qui n'est pas un acteur économique, pourtant c'est une personne qui coûte et qui en plus est culpabilisée, justement. Donc il y a effectivement là à réintroduire la notion de solidarité. Voilà. Le dernier point sur lequel puisqu'on est quand même sur des affaires de questions économiques, moi en tant que militant de l'économie sociale et solidaire, qui pour moi n'est pas une économie de réparation, qui n'est pas une justification morale, la plus grosse entité économique en Espagne, c'est une association, une entreprise de l'économie sociale et solidaire. C'est effectivement que, je sais que Bardem écrira et encouragera ce type de... là où, effectivement, une personne dans l'entreprise, c'est un pouvoir, une voix, une capacité contributive. Une capacité, donc, à analyser un système économique dans lequel s'inscrit l'acteur et de pouvoir, effectivement, prendre parti, débattre, donner son avis.
Et c'est possible, hein. Moi je l'ai concrètement expérimenté à l'occasion de direction d'entreprise d'insertion, ça se passe comme ça. On peut décider ensemble de ce qu'on va faire et comment on va le faire. Et ça fonctionne. En termes de motivation, de capacité de personnes de pouvoir se développer, en termes de compétences techniques, procédurales, en termes de motivation, etc. Et la dernière petite chose, c'est toujours sur le plan économique, mais sur l'organisation de l'activité. C'est-à-dire la planification de l'activité. Bon, pour des raisons diverses et variées, je connais bien la Fédération de Russie et l'Ukraine. Et c'est vrai que quand je parle avec des Ukrainiens ou des gens qui... de ce qui s'est passé en termes de planification, d'échec de la planification de l'économie, ce que les gens expliquaient, entre autres des gens qui travaillent peut-être dans des colcos, c'est qu'effectivement, la distance par rapport au point de décision faisait qu'à certains moments, il y avait des gens qui se donnaient le pouvoir d'eux, en instaurant des milices ou des complicités, la capacité effectivement à ne pas jouer le jeu économique qui était préconisé, et à la limite garder plus de matière et de bénéfices de matière, plus que de participer au système dans lequel ils s'installaient. Et je pense qu'aujourd'hui, à une époque où l'informatisation existe, et une décentralisation de moyens de gestion, hein, de logiciels, etc., je pense que cette affaire-là serait moins importante. Et donc, pour le coup, on pourrait un petit peu plus, ou reconsidérer ce concept, le mettre en œuvre, et peut-être le voir fonctionner de façon plus optimale. Oui, c'est moi que tu as dit. Oui, oui. Bon, donc une dernière question très courte qui est un petit peu marginale par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Je voudrais juste savoir si tu peux confirmer que la notion de revenu base universel était déjà présente dans les textes des créateurs du néolibéralisme, alors le Friedman ou l'autre, je ne sais pas, je crois que c'était Milton Friedman. Est-ce que c'était déjà une notion présente dans leur théorie et dans son Oui, texte? oui, Oui. Ah oui. Avec ce mot-là. Oui, oui, oui. D'accord. Il y a différentes Parce que appellations. quand on est confronté à ça, il faut des arguments. Ouais. Ok. Il y aura bientôt un texte là-dessus quand on va développer le programme sur l'emploi. Évidemment, on adoptera un texte sur une réfutation des théories du revenu universel, sans opposer d'ailleurs, parce que l'emploi pour tous, tout le temps, pour toute la vie, c'est aussi un revenu pour tous, tout le temps, pour toute la vie. C'est des choses avec, sauf qu'on relie le revenu à une activité. Parce qu'il n'y a rien de plus égoïste, de plus individualiste que de donner un revenu sans contrepartie productive. C'est quelque chose qui est insupportable. Parce que ça veut dire qu'on interdit à ces personnes d'être utiles aux autres. On leur interdit d'être utiles aux autres. On leur interdit de développer des activités qui vont servir à d'autres personnes de différentes façons. Et donc ça, pour nous, c'est inacceptable. Et on ne voit pas pourquoi un certain nombre de gens qui sont favorables au revenu universel ne pourraient pas admettre que l'emploi pour tous, le droit opposable à l'emploi par exemple, est une mesure positive. On ne voit pas. Bon, donc on développera là-dessus. Alors, rapidement, sur les réactions sur ce qui a été dit, le rythme de la mise en place de ce dispositif, évidemment, tout ça est très complexe, mais il y a une ligne directrice à suivre, c'est d'abord la politique. Il ne faut pas voir les choses d'abord sur le plan économique ou comptable, etc. Il faut voir les choses toujours d'abord sur le plan politique. Sur le plan politique, un changement de majorité qui porterait un projet comme cela, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit le plus vite possible donner des signes palpables que la situation de la population s'améliore.
Ça veut dire que la première chose à faire, c'est de mettre les gens dans l'emploi. Tout de suite, avant tout le reste. Parce que les investissements, c'est long. Il est beaucoup plus lent de développer des infrastructures. Il faut évidemment développer les infrastructures dans le cadre d'une politique générale de relance, mais il faut tout de suite, le plus vite possible, que les gens soient dans l'emploi. Même si ce n'est pas tout à fait bien ficelé. Parce qu'une fois qu'ils sont dans l'emploi, il va y avoir des collectifs de salariés, il va y avoir des collectifs à l'échelle locale, dans les quartiers, qui vont pouvoir débattre et ajuster tout cela. Donc la priorité, c'est l'emploi. Et on peut considérer qu'on peut créer facilement 2 millions d'emplois par an. C'est-à-dire que le plein emploi se règle en 3 ans maximum. Il suffit de regarder même pendant la période de Jospin, il y a des instruments de mesure simples. Il y a eu une conjoncture internationale favorable et à la fin, il y a eu un certain nombre d'emplois qui ont été créés. Regardons le rythme de création d'emplois par an, les statistiques. On verra que 2 millions d'emplois par an, ça n'est pas un problème. Ça a déjà été fait, on peut le refaire. L'économie sociale et solidaire, oui. C'est-à-dire que dans cette conception, nous ouvrons la porte aux initiatives. C'est-à-dire que le financement public, l'environnement macroéconomique, la conjoncture que nous créons, favorise le développement d'initiatives multiples qui peuvent être prises par des instants, des organisations variées, économie sociale et solidaire, collectivités locales, les mairies, les associations de la loi 1901, les auto-entrepreneurs, il y a toute une série, les artisans, les commerçants, les paysans. Cela, tout ça, ça bouge. Tout ça, ça bouge. Et donc, diversification des formes de propriété, d'organisation, etc. La planification, oui, tout ça nécessite une planification. On a un texte là qui va sortir, que nous avons adopté sur la planification. On crée un ministère, d'ailleurs, de la planification. Et on a bien fait d'en parler. il a été mis en débat, il a été envoyé aux adhérents déjà, tu auras pu le lire. Non, je ne l'ai pas lu. Pas bien. Mais à coup de pas bien. Et donc, oui, on a travaillé le sujet. À l'échelle locale, c'est le bassin d'emploi, c'est la notion de territoire. Le bassin d'emploi, le pays, etc. La régulation se fait à cet échelon, qui n'est pas forcément celui, qui ne coïncide pas forcément avec celui d'une collectivité locale en particulier, ça peut être un bassin de gestion territoriale. Et puis voilà. Ça, je vais le dire tout de suite.